بيك حن عليا كيفاش ننساك وننسى اللي راح اللي دوزنا كان احلى فراق جرحتي قلبي وحرام عليك وانا اللي فراق شحال بكيت قلبي محروم ودموعتي حسي بيا جرحتي قلبي وحرام عليك وانا اللي فراق شحال بكيت قلبي محروم ودموعتي حسي بيا فكرت نهار قلتي ليا جامي نتفرق. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, comme promis, on va traiter ce sujet un peu délicat qui concerne les relations tendues en ce moment entre la France et le Maroc. On va le traiter à tête reposée. Voilà, j'ai fait un choix. J'ai longuement réfléchi. Je vais le faire seul. Je sais pas que je veux pas donner la parole à mon ami Abdel, c'est que en ce moment, bien sûr que, comme vous le savez, on décortique tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il sort comme phrase, et on essaye de l'interpréter dans tous les sens. Et je veux pas, bien sûr, donner à certains le bâton pour le battre. Donc, je le fais seul. Mais bien sûr, Inch'Allah, dans de meilleures conditions, Abdel, il s'exprime. Si vous le savez, je vous assure qu'en ce moment, je le vois comme un poisson qui est pas dans l'eau, oui, qui cherche de l'eau parce que en dehors de l'eau, quand il parle pas, quand il s'exprime pas, il va pas bien. Mais son planning, il est plein, son emploi du temps, il a beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'il aime, lui, bien sûr, c'est de s'exprimer devant tout le monde. Et en ce moment, il se méfie. Je dirais tant mieux parce que c'est ce qu'il fallait faire depuis un bon moment pour bien sûr ne pas arriver là. Voilà, ceci dit, donc j'essaierai par mes moyens, on va dire, modestes, de donner notre avis. Vous savez que cette tribune, elle existe et elle existera parce que moi interpellé à chaque fois pourquoi vous faites pas les lives. Même cela, là, j'évite le live parce que vous savez comment ça marche. Il y a toujours des ennemis du Maroc, vous le savez, et ils sont forts. Ils sont plus forts, oui. Ils sont plus forts que vous. Ils sont là, et certaines fois des ennemis internes. Hein. Et ils sont là, bien sûr, à envoyer des pics, à poser des questions. Ils font du hors-sujet, juste pour, bien sûr, nous perturber. Ne vous inquiétez pas, cette tribune, elle continuera à exister. Soyez sûrs. Nous ferons, bien sûr, vous le savez, nous ferons face non seulement aux racistes, aux radicalistes et tous ceux qui ne veulent pas, bien sûr, nous donner la parole. Ils veulent nous empêcher de prendre la parole, mais nous, on va le prendre. On prendra cette parole et, bien sûr, on va essayer de s'organiser encore mieux, Inch'Allah, dans les prochains jours. J'ai promis ce matin même à Abdel qu'on essayera de faire quelque chose pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est vrai que le mois de Ramadan, les gens, ils veillent et ils aimeraient bien parler de tout et de rien. On essaiera par tous les moyens, moi je le fais pour le moment, là je résiste, d'éviter TikTok. C'est une catastrophe. Comme il a dit un certain ami, il a dit, c'est vraiment... Ce TikTok, c'est un signe de fin des temps. Vraiment, n'importe qui prend la parole
pour dire n'importe quoi, juste bien sûr pour faire le buzz, avec bien sûr une vulgarité, certaines fois des insultes, une méchanceté. Mais il y en a d'autres qui choisissent que juste pour étaler leur vie comme ça, pour bien sûr se faire de l'argent. C'est pas bien sûr notre cas. En tout cas, le sujet du soir, c'est ce fameux article de Marianne, un article sulfureux. Comme j'ai dit dans la petite vidéo d'il y a 2 jours ou 3 jours, Marianne qui est de droite, et si la droite tourne le dos au Maroc, il ne reste plus rien. Même si, bien sûr, on sait que moi-même, je l'ai dit, et certains, je ne vais pas les nommer, ils comprennent rien à la politique. J'ai dit que je salue, oui, je respecte au moins le Rassemblement national par rapport à ses positions. Il ne change pas comme ça de position. On voit que par exemple les Républicains, ils sont faibles, mais ils sont non seulement dans un gouffre, mais leur position, soi-disant, c'est des amis du Maroc, mais là, ils n'arrivent même pas à s'exprimer, à donner leur avis sur ces affaires qui empoisonnent bien sûr les relations entre la France et le Maroc. Donc je reviens, comme je vous ai dit, ça sera spécial cet article, Marianne. On va le décortiquer ensemble. Donc cet article, il est là, je l'ai. Et donc on va en parler ensemble. Voilà. Alors je vais bien sûr encore regarder. Voilà, comme ça on le voit encore mieux. Voilà, c'est pas mieux ça. Voilà, c'est pas beau. Donc voilà, espionnage, lobbying, infiltration, PayPal, cannabis et immigration. Comment le Maroc nous tient avec des menottes. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Alors je vais essayer de le feuilleter pour vous, pour voir, sachant, regardez ici, je savais on savait qu'elle était de droite, Natacha Polony. Vous vous rappelez de Natacha Polony quand même. Et c'est pas elle qui a écrit l'article. Bien sûr que elle est un des piliers de ce magazine, Marianne. Elle est passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, par On n'est pas couché de Ruquier, qui passait tous les samedis soirs. Elle était chroniqueuse, donc ils sont nombreux qui sont passés par cette tribune, comme Léa Salamé et même Zemmour, Eric Nolot, ils sont nombreux. Voilà. Moi, et j'en passe. Voilà. Donc je vais passer directement à ce qui nous concerne. Alors, comment il commence? Regardez comment il commence cet article. Ils disent, bien sûr, on s'espionne entre alliés, donc ils reconnaissent que c'est normal qu'on s'espionne entre alliés, entre amis. C'est même de cette façon que l'on sait que l'autre est bien un allié. Mais le Maroc n'aurait pas seulement écouté Emmanuel Macron et certains de ses ministres, il aurait aussi cherché à corrompre des eurodéputés. Donc il passe là du coq à l'âne. Voilà. C'est normal, mais bon, ils ont essayé. Donc là, ils sont passés de des écoutes à la corruption. Alors, on va voir que tout ça, c'est faux. Même si, bon, je ne vais pas faire l'avocat du diable, je vous le dis, que c'est des pratiques qui peuvent bien sûr exister, mais bien sûr, ça veut dire que là, on a affaire à des faux amis. Et ça, le Maroc, il a compris ça. Voilà. Donc cet activisme de l'ombre pose problème autant que la relative passivité dont semble faire preuve notre pays à son égard. Waouh! Voilà.
Donc là, qu'est-ce qu'ils racontent? Alors, le 19 janvier, pour la première fois de leur histoire, les eurodéputés ont taclé le royaume du Maroc. Donc, le Parlement européen, ils ont voté. Alors, ils ont demandé au Maroc de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias et de mettre un terme au harcèlement de tous les journalistes. Ils en ont aussi profité pour dire combien ils étaient profondément préoccupés par les allégations selon lesquelles les autorités marocaines auraient corrompu des députés au Parlement européen. Voilà, une attaque en règle aux antipodes voilà, en fait, parce que le jour du vote, l'ambassadeur de France au Maroc, M. Christophe Lecourtier, il a dit simplement que la résolution du Parlement européen n'engage aucunement la France. Et bien sûr, Marianne dit que en fait, l'ambassadeur a raconté n'importe quoi. Malgré les coups bas que le royaume inflige régulièrement à la République. C'est comme si en fait ils n'ont jamais donné de coups bas au Maroc alors que c'est leur quotidien. Alors les services, il parle ici d'influence et ingérence. Les services marocains se sont toujours mal comportés en France. Glisse à Marianne un ponte du renseignement qui rappelle l'affaire Ben Barka. Voilà, ils sont partis jusqu'à cette affaire des années 60. Chef de file de l'opposition marocaine au roi Hassan II, le père de l'actuel, le père, même pas ils disent le défunt, le père actuel du monarque, lequel avait disparu en plein Paris voilà, c'était le 29 octobre exactement 1965. Et notre homme de poursuivre, les services marocains n'ont aucune pudeur en France, combien même ils sont pris la main dans le sac. Souvenez-vous de cet espion qui est identifié en 2016, avait notamment corrompu un membre de la police aux frontières pour se procurer des documents ultra confidentiels comme des fiches S de personnes radicalisées. Mais ça, c'est incroyable ce qu'il raconte ici. Mais c'est son droit, le Maroc. Et c'est son droit. Ça veut dire que la France, le Maroc, il donne des informations à la France et la France ne donne pas les informations. C'est ça ce qui est malheureux là. Et, au lieu que Marianne de défendre la position du Maroc, parce que là, ça déshonore les services de renseignement français. Oui, là, la moindre des choses, oui, on donne les fiches S qui se trouvent en France. Bien sûr, il veut se protéger. Le Maroc, il souhaite se protéger. Ah oui, pour eux, mais en plus, cette personne, je pose des questions, moi, à des gens, on va dire, haut placés, qui connaissent un peu les services marocains. Oui, ils me disent ça, c'est normal, c'était toujours comme ça. Et comme en France, vous le remarquez bien, en ce moment même, il n'y a pas d'ambassadeur. Mais les services consulaires, ils continuent. Et c'est normal, ça veut dire qu'il y a en parallèle d'autres services. Oui, des services de renseignement. Et c'est sur ces services que le Maroc, bien sûr, il se base. C'est en ces services, bien sûr, de M. Mouchi, que vous connaissez, et Mansouri, parce que tous ces noms les dérangent maintenant en France, dérangent surtout, bien sûr, c'est notre gauche, et je ne vais pas trop insister sur ce sujet. Et il passe maintenant que, voilà, regardez, il n'empêche que l'ancien protectorat déploie ses réseaux dans tous les rouages de la République, du sommet de l'État au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. Claude Mongin, dont le téléphone a été infiltré par Pegasus, tout comme celui de son avocat Joseph Brun, peut en témoigner. Son tort être l'épouse. Alors je vais essayer de revenir
qui dit son tort est être, voilà, Claude Mongin, son tort être l'épouse du militant sahraoui Naama Atfal, arrêté en 2010. Vous vous rappelez de Gdimdi, l'affaire qui se trouve détente dans à côté de la ville de Laayoune, Gdimzik, voilà, il y a eu une manifestation qui a débordé. En fait, ça a commencé par quelques-uns, puis après, ils se sont retrouvés des milliers pour bloquer la ville de Laayoune au sud du Maroc. Ils ont bloqué, c'était des séparatistes, mais ces séparatistes, quand en fait le Maroc, ils ont passé des semaines et semaines, et même des mois dans un sitting. Donc, quand en fait le Maroc a décidé de leur demander de se disperser, eh ben non, ils ont refusé. Ils ont commencé à faire, bien sûr, cramer les tentes, et l'armée a intervenu pour les disperser. Et c'est là que, en fait, l'armée marocaine, elle s'est retrouvée piégée. L'armée, elle n'a pas utilisé les armes. Non, elle voulait juste disperser ce rassemblement, et donc ils ont assassiné des dizaines de militaires marocains. Ils ont été assassinés ce jour. Et ce Naama Asfari, l'hélicoptère militaire marocain, elle l'a filmé en train d'uriner sur le corps d'un soldat qui est mort. Ils l'ont bien sûr attrapé, ils l'ont filmé en train d'uriner sur. Et ce Marianne, il nous sort cette affaire sans scrupule, mais vraiment, c'est un manque de respect aux Marocains. Ce Naama Asfari, c'est un assassin. Il a tué des militaires marocains. Et non seulement il a tué, il les a cramés. Il a cramé leur corps, et il a fini par uriner sur leur corps. Et on nous dit maintenant que, en fait, sa femme, qui est française, oui, en fait, c'est des couples mixtes, souvent, ceux qui osent d'une certaine manière, bon, ils se nomment des opposants, mais non, rien d'opposant. Vous avez choisi de vivre ici en France, vous assumez votre vie ici, vous respectez ce pays comme on le fait. Mais là, il n'a pas respecté ni la France, ni son pays d'origine. Alors, l'issue de ce procès, donc, en fait, ancienne colonie, écoutez bien, colonie, il revient à l'ancienne colonie. Alors, si c'est une colonie espagnole, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Chaque fois, je le dis et je le redis, c'est que, heureusement, que le sud du Maroc était occupé par l'Espagne, sinon, il serait annexé à son département outre-Méditerranée, qui s'appelle l'Algérie. Oui, beaucoup de territoires marocains ont été volés par, bien sûr, ce département, et ils sont toujours dans sa possession. Et par contre, cette colonie espagnole, oui, eh bien, le Maroc, il l'a récupérée. Et ils disent, comptant 600 000 habitants, déjà, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est vrai, c'est que actuellement, si 600 000 habitants, quand le Maroc a récupéré le Sahara, il y avait, d'après le dernier recensement, il y avait 30 000 habitants. 30 000 qui pourraient voter, parce qu'à un certain moment, on parlait référendum. 30 000. Alors là, il parle de 600 000, oui, qui se trouvent dans ce Sahara. Mais, oui,
il faut dire, ils sont nombreux qui viennent des autres régions du Maroc. Et c'est normal. Comme maintenant à Oujda, moi quand je vais à Oujda, je reconnais personne parce que ça s'est mélangé. Il y a maintenant des Tazis, il y en a des gens de toutes les villes du Maroc. Ils sont bien sûr à Oujda. Oujda, maintenant, les Oujdi, les vrais Oujdi, d'une certaine manière, ils représentent même pas 10% de la population. Comme, par exemple, le Sahara, pareil. Oui, le Sahara, le sud du Maroc, il est aussi mélangé. Et si, par contre, vous parlez des tentes qui se trouvent sur le territoire donné par l'ennemi du Maroc à ses mercenaires, oui, c'est un territoire qui a été donné parce qu'il ne lui appartient pas. Tindouf a été donné aux mercenaires et ça, ils n'en parlent même pas. Ils disent même pas un mot pour vous dire le parti pris de cet article. Voilà. Donc le royaume revendique la souveraineté sur les terres riches en phosphate. Et regardez le grand mensonge. 70% des ressources mondiales. Il parle de quoi? Il parle du Maroc ou de ces terres, c'est-à-dire le sud du Maroc, il représente 7% des exportations du Maroc en phosphate. 7%. Ils l'ont transformé en 70%. Voilà, le grand mensonge. Donc, il parle de ce front de mercenaires, le Polisario, constitue deux peuples distincts et qu'un processus d'autodétermination est nécessaire. Donc, vous voyez là, ils ont un langage, celui de l'ennemi. Marianne a pris, bien sûr, là, et est devenu le porte-parole des ennemis du Maroc. Ils ne savent pas que ça soit des Sahraouis, que ça soit des Amazirs, que ça soit des Juifs, que ça soit des Arabes, que ça, ce sont des composantes de l'identité marocaine. Alors, capacité de nuisance, il revient au Maroc, capacité de nuisance. Rabat déploie toutes les méthodes possibles pour pousser ses pions. Et il parle de ce journaliste, Rachid Mbarki, en qui les Français ont un grand respect. Et comment il l'entraînait dans la boue ces derniers jours, grâce à, bien sûr, à BFM TV. BFM TV qui, maintenant, elle nous apprend que Israël est un pays ennemi de la France. Parce que, qu'est-ce qu'il reproche à Rachid Mbarki? Il reproche à Rachid Mbarki de travailler aussi en même temps pour une agence israélienne. Voilà. Donc, et parce que, tout simplement, dans une soirée, il a prononcé le mot le Sahara marocain. Voilà où nous en sommes avec Marianne, cette droite qui veut disparaître bien sûr du paysage politique. Alors là, il parle de l'avocat, dans sa plaidoirie, l'avocat du syndicat agricole du Maroc s'est montré menaçant, soulignant le rôle essentiel du royaume dans l'immigration. En fait, là, ils disent que le Maroc, il leur fait un chantage par rapport à l'immigration et le terrorisme. Voilà, donc si c'est du donnant. Voilà, donc sinon, voilà, pour vous dire, ces saloperies où ils sont vraiment allés trop loin. Donc, alors, maintenant, le titre, en fait, ils vont détailler est-il intouchable? Pourquoi le Maroc est-il intouchable? Et ils commencent à décortiquer cas par cas. Parce qu'ils disent, il est intouchable parce que c'est l'une des portes d'entrée de l'immigration vers l'Europe. Voilà, ça c'est un. Je vais revenir à cette carte que vous voyez. C'est l'hypocrisie totale. Ils mettent la carte entière, mais quand même une zone
voilà, surligné, ça veut dire que cette zone, d'une certaine manière, c'est l'annexion du Sahara occidental, occupé par, regardez, occupé par le Maroc. Voilà. Donc, alors, numéro 2, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'est l'une des portes d'entrée de la drogue vers l'Europe. La drogue, c'est-à-dire on parle de cannabis. Hein. Il ne précise pas de la drogue dure, alors que maintenant, les magasins poussent de partout. Ils ont légalisé à leur manière le cannabis, mais ce qui les dérange, c'est que le Maroc aussi a fait comme eux, il a légalisé la culture du Maroc parce que de nombreux agriculteurs y vivent grâce, bien sûr, à la culture du Maroc. Et ce ne sont pas eux les grands gagnants. Les grands gagnants sont bien sûr les Européens. Alors le 3, parce que ces ressortissants constituent une importante communauté en France, c'est-à-dire les immigrés marocains en France. Parce que c'est un acteur majeur de l'islam de France. Je vais bien sûr aller plus vite. Je ne veux même pas parler de cette partie parce que c'est un mensonge. Oui, les Marocains, ils sont, si vous voulez, ils sont les plus généreux. Les mosquées, elles tournent en France grâce à l'argent des donateurs marocains. Je ne vais pas parler de cet argent, mais ça c'est une réalité. Par contre, ces mosquées, elles n'ont aucun poids. Elles n'ont aucun poids, et la preuve, c'est cette personne que vous allez voir, c'est-à-dire Mohamed Moussaoui, l'Avignonnais. Il n'a aucun pouvoir. Il a lui-même été traîné dans la boue par qui? Par les autres musulmans, c'est-à-dire la mosquée de Paris. Lui-même, il a été traité de tous les noms. Lui-même, et pourtant, il était le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, mais il n'avait aucun poids. Je le dis et je le redis, il n'avait aucun poids et jamais il a fait quelque chose pour le Maroc. Parce que la coopération antiterroriste ne fonctionne pas si mal. Là, d'une certaine manière, au moins, ils reconnaissent que les services de renseignement marocains, ils sont trop forts. Et là, je souligne, regardez, il parle de Abdelatif el-Hammouchi et bien sûr, Si el-Mansouri, son ami. Et parle aussi, donc là, Légion d'honneur, oui, là, je ne veux pas trop insister sur l'affaire, l'hypercachère, le porte de Vincennes, la Légion d'honneur, il parle bien sûr de Charlie, parce que la donne est compliquée avec un troisième acteur, l'Algérie. C'est là où ils ont dit vrai. Tout ce qui se passe en ce moment, pourquoi c'est arrivé en ce moment, c'est parce que, bien sûr, la France ou Macron, il n'est pas clair dans ses positions. Il avait commencé son premier mandat par dire oui, la France reconnaît ses erreurs pendant l'occupation d'Algérie. Puis après, il a dit la France, bien sûr, elle n'a pas à demander pardon ou quoi que ce soit, mais il a même à un certain moment nommé clairement que l'Algérie est gouvernée par une junte militaire, et il revient après la guerre entre la Russie et l'Ukraine
pour, bien sûr, le gaz algérien. Il revient pour dire que, il revient sur sa position, pour dire bien sûr que le Sahara n'est pas marocain. Et ça c'est grave. Parce qu'un autre acteur, l'Espagne, est paralysé. Vous vous rappelez ce qui s'est passé, bien sûr. Et là, il revient sur un sommet. Regardez, ils ont écrit que, en fait, oui, il y a eu un sommet ce mois-ci, le mois de février. Et il était vu d'un mauvais œil ici en France. Ouais, le Maroc et l'Espagne, ils sont vraiment dans une très bonne passe, de très bonnes relations. Chacun, il a compris que il ne peut pas vivre sans l'autre, sont deux pays voisins, ils se respectent, alors qu'ils sont passés, il y a quelques mois, par une impasse à cause, regardez comment ils disent, il y a 21 mois encore, on était pourtant loin d'une telle danse de ventre. Voilà, ces relations, ces bonnes relations entre l'Espagne et le Maroc, ils les nomment comme une danse de ventre, de la part, bien sûr, d'Espagne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et c'est lâche. C'est lâche parce que le Maroc, oui, il s'est tourné vers l'Espagne parce qu'il a maintenant, il a compris que l'Espagne est plus honnête et surtout, il peut faire confiance en ce pays voisin. Bon, on ne va pas revenir à l'affaire Bambatoche, pour laquelle, bien sûr, ici même à Avignon, on a manifesté et les échos de notre manifestation bien sûr, sont arrivés aux quatre coins du monde entier. On l'a fait et on est fiers de ce qu'on a fait parce que il fallait le faire. Et ils disent parce que c'est un pays qui désormais compte sur le continent africain. Là, ils commencent bien sûr à parler. Ils commencent à parler vrai. Tout ce qui se passe, comme je vous ai dit, ils ont laissé ça en dernier, alors que c'est de ça qu'il fallait parler. Le Maroc, il dérange parce que le Maroc, il leur a dit clairement, le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas celui d'hier. Là, vous nous respectez ou tout simplement ne collaborez plus avec nous. Ne nous demandez rien. Tout simplement. Vous ne voulez pas, bien sûr, nous traiter égal à égal, alors donc allez voir ailleurs. Allez voir vos pions ailleurs en Afrique. Le Maroc, maintenant, il gagne des marchés. Comme par exemple, là dernièrement, le roi était au Gabon. Malheureusement, il est rentré malade, mais mais là, le président français, il a annoncé qu'il ira aussi au Gabon pour essayer de récupérer d'autres marchés. Donc pour vous dire que maintenant le Maroc il dérange. Le Maroc, si vous allez maintenant en Côte d'Ivoire, les grandes entreprises en Côte d'Ivoire sont marocaines. Vous allez au Sénégal, vous allez de partout en Afrique, le Maroc, ils font plus confiance au Maroc qu'aux pays européens parce qu'ils se sentent plus proches du Maroc que d'un pays qui les a colonisés et il les a maltraités auparavant. Et par contre, oui, ils disent au numéro 9 parce que c'est une terre de villégiature, de gens qui pèsent. Oui, là, la plupart des Parisiens, surtout des grands hommes politiques ou encore des artistes, passent leurs vacances au Maroc et ça, pour eux, ça compte. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Le roi et le président en chaîne de faïence. Là, je vais essayer d'aller plus vite. Disent la réponse du souverain est là, ils reviennent à
ce qui s'est passé, bon, là, par rapport à l'espionnage du téléphone du président de la République, le Maroc n'y est pour rien, il n'a jamais espionné le téléphone voilà. Mais de leur côté, les services de renseignement français maintiennent le contraire. Une conviction confirme à Marianne, un haut fonctionnaire. Donc en fait, ça y est, il croit plus et il se respecte plus d'une certaine manière. Sa Majesté a écourté l'appel. Elle n'aime pas qu'on mette sa parole en doute. Voilà, ça c'est au moins c'est clair. Et ils reviennent sur ce qui s'est passé. Bien sûr que le roi, on le sait, malgré tout ce qui se passe, le roi il est souvent en France. Dans son château de l'Aise et dans l'Oise. Et bien sûr, il a aussi sa maman qui vit en France. Elle vit en France, elle a un état de santé préoccupant. Le roi, il passe 4 mois dans l'Hexagone, entre son hôtel particulier parisien sur le... non, il parle bien sûr de sa maman, entre son hôtel particulier parisien sur le Champ de Mars et son château Picard. Donc, elle a comme 3 ans auparavant, aucune rencontre avec, voilà, il n'y a eu aucune rencontre. Mais cette fois, c'est le souverain marocain qui aurait boudé une invitation de l'Élysée. On ne sait rien de tout ça, et je dirais tant mieux, parce que je ne comprends pas pourquoi il irait à l'Élysée dans ces conditions. Ah. Emmanuel Macron appelle le monarque pour le féliciter, là en décembre. C'était au moment du mondial. Le président, il appelle le monarque pour le féliciter de la qualification de son équipe en demi-finale du mondial. En fait, c'était, là, ils disent pas vrai, c'était après la défaite du Maroc face à la France. Donc, le président français, il est allé jusqu'au vestiaire, oui, des joueurs, pour leur féliciter de leur parcours. Les joueurs, ils ont aimé le geste du président français, et donc, et il se trouve que à ce moment-là, le président de la fédération marocaine, M. Fouzi El-Kouja, il était au téléphone avec le roi. Lui aussi, pour le roi, il était en train de féliciter l'équipe nationale marocaine. Et le président, il était à côté. Et il voulait, bien sûr, parler au roi. Il voulait seulement le roi, il est resté un bon moment avec le Fouzi au téléphone, avec M. Langet, ce qui n'a pas plu au président français. Je dirais que c'est normal. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que le Fouzi Langet, il était gêné. Le roi, il était en train de lui parler. Et le président, il voulait prendre le téléphone pour parler au roi. Monsieur Langet, il était vraiment dans une mauvaise posture. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que en fait, le président, il passait à autre chose. Il a parlé aux joueurs et lui-même, il a pris le téléphone pour parler, bien sûr, à ses amis. Simplement, le président Fouzi El-Kouja, il avait raccroché avec le roi et il reçoit, parce qu'il lui a dit, Fouzi El-Kouja, il a dit au roi que il y avait le président de la République, il voulait vous parler. Il lui a dit au téléphone. Et simplement, bon, ils sont restés un bon moment au téléphone. Donc, il a raccroché. Puis après, le roi, encore, il a téléphoné pour, bien sûr, parler à M. Emmanuel Macron. Et là, Macron a continué, regardez, de parler. Cela a choqué tout le monde. Donc, en fait, là, cette fois-ci, c'est M. Macron qui a refusé de parler
au roi. Pour vous dire, je dirais c'est des gamineries entre nous. Je suis désolé de le dire, ça va pas plaire à certains, mais arriver à ce niveau-là de se bouder de cette manière, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas parce que malgré tout ce qui se passe, la France et le Maroc ont une grande histoire commune. Et là, ils parlent de réseau, oui, c'est là où je leur donne raison. Marianne, il parle des réseaux marocains qui sont en panne. Et moi, là, je vais essayer d'aller plus loin parce que là, il parle de quelques noms comme Elisabeth Guic ou Dominique de Villepin, Dominique Strauss-Kahn, Bernard-Henri Lévy, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Najat Vallaud-Belkacem. Je dirais, ils ont un peu trop exagéré, mais je reviendrai là-dessus parce que c'est très important et c'est là où il faut absolument comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, je vais essayer de la fermer. Voilà. Alors, cette partie-là, elle est très importante. Voilà, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Elle est très importante. Je vais essayer de parler à tête reposée parce que elle m'énerve. Donc ils ont parlé de Pegasus. Dans un premier temps, ils ont dit c'est normal que chaque pays, pour se défendre, pour s'organiser, pour bien sûr, il a ses services et il les utilise pour la surveillance de son territoire. Ils arrivent jusqu'au réseau. Mais je vais vous dire quelque chose, et croyez-moi que oui, le Maroc, d'une certaine manière, je vais vous dire qui sont ses services. Oui, il y en a dans chaque consulat, il y a, vous savez, comme dernièrement, il y a même un stagiaire ici à la préfecture du Vaucluse qui vient de Rabat, école d'administration, Aymen qu'on salue. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'ils appellent, eux, le réseau, pour moi, je dirais, je vous assure, c'est que des shkamas. C'est des shkamas. Ils ont fait du mal à leur propre communauté. Et parmi ceux à qui ils ont fait mal, il y a moi-même. Il va se reconnaître. Il y a un groupe qui se trouve à Lyon, ils vont se reconnaître. Ils parlent de ces shkamas. En fait, ces shkamas, c'est qui? Ils sont en fait, la plupart du temps, c'est des jeunes informaticiens marocains très bons, très compétents, que certains utilisent pour hacker des ordinateurs, pour hacker certains sites, pour hacker bien sûr des téléphones. Et c'est ce qui se passe. Mon téléphone a été hacké par ces personnes-là. Le mien, par ces mêmes personnes. Cette personne qui se trouve à Lyon. Il a supprimé sa photo de mon téléphone. Il est rentré dans mon téléphone, il a supprimé sa photo. Heureusement que j'ai sa photo sur un téléphone qui est bien sûr toujours éteint. Ces personnes-là, ce ne sont ni les services secrets, ni quoi que ce soit. Ce sont des soi-disant patriotes. Ça fait combien là? Ça fait 45 minutes. Je vais essayer d'arrêter à 50 parce que sinon ça sera trop long.
Oui, et je termine sur ce sujet-là parce qu'il est très important. Mais كان service secret لا يحزنون des shkamas qui se croient plus patriotes que les autres, qui ont tissé une toile ici en Europe je dirais, eh bien dit Europe, des informaticiens marocains très puissants, très compétents, qui ont hacké bien sûr l'ennemi, ça c'est normal je dirais, l'ennemi qui s'attaque à l'ennemi du Maroc qui est clair et évident, c'est normal. Mais ils se sont attaqués même à leurs propres compatriotes. Parce que on leur faisait ombre. Parce que nous, on est honnête et on est transparent. On parle à visage découvert. Eux, vous les voyez jamais. Vous ne les voyez jamais. Mais ils ont dans leur téléphone, dans leur agenda, ils ont les numéros de téléphone de tous les consuls. Ah oui, j'ai moi-même, j'ai demandé à ces gens, quand à un certain moment on était en bonne relation, j'ai demandé bien sûr, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez contacter tel consul parce que telle personne, elle est bloquée à cause bien sûr du Covid. Oui, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec ces gens-là. Que Marianne est en train de dire, c'est les services de telle ou telle personne. Des simples hackers. Nuisibles, vous pouvez dire, qui ont bien sûr, oui, hacké certains téléphones. Ils utilisaient, écoutez bien, ils utilisaient même certains Marocains qui se trouvaient à Moscou. Pourquoi Moscou? Parce que là-bas, tout est possible. Ils sont très puissants, ils sont très forts en informatique. En Russie, à Moscou, ils peuvent vous faire sauter tout votre réseau en une fraction de seconde. Les groupes WhatsApp, et on l'a fait, mon ami Hamid, il a fait les frais, son groupe WhatsApp a été sauté par, bien sûr, ce groupe-là. C'était un groupe de MRE en plus. Vous vous rendez compte? C'était un groupe de MRE. Il a été fait sauter par ces personnes-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, entre-temps, la guerre Russie-Ukraine. Et là, le rideau de fer, il tombe. Il tombe sur Moscou. C'est là, c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont aggravées pour ces gens-là. Ils se sont fait discrets. Ils n'ont plus les bras longs maintenant. Ils n'ont plus les bras longs. Ils ne peuvent plus agir de Moscou. Ils ne peuvent plus utiliser les Marocains qui se trouvent à Moscou. C'est Marianne. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont raconté n'importe quoi. Comme je vous ai dit, les téléphones, oui, ils étaient hackés. Par qui? Par des petits minables qui croyaient bon faire. Mais ils ont sali le Maroc. C'est là le retour du bâton. Et j'avais prévenu de nombreuses personnes que ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Parce qu'ils ont douté de notre intégrité intellectuelle. Ils ont douté
Ils nous ont même salis. Oui. Je ne sais pas si voyage et partage, ça vous rappelle quelque chose. Ça, là, je le dis aux Marocains. Voyage, partage. Mon ami Mohamed Sahraoui, il connaît très bien. À un certain moment, cette page, elle leur appartient. Elle appartient à ce groupe aussi. Parce que cette page que vous êtes en train de voir, elle fait de l'entraide. Oui, elle fait de l'entraide. Ils ont choisi le bon moment, bien sûr avec le Covid, pour se rendre utile, pour donner des informations, pour donner des adresses, pour donner des dates de départ de bateau, parce que tout le monde était bloqué. Mais ces personnes-là qui étaient derrière cette page, ils appartiennent à ce groupe qui nous a salis, qui nous a attaqués. Je ne suis pas en train de régler des comptes, parce que ils me connaissent. Là, je parle, moi, à visage découvert. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc là, j'ai mon petit réseau, alhamdoulilah. Un petit réseau très efficace. Un nom, on me donne un nom, je téléphone à mon amie Imen, je ne dis pas où elle se trouve, elle les connaît tous, elle connaît tous les antécédents, tout, elle a tous les dossiers. Je lui parle de tel consul, elle me sort son dossier, elle me dit tout. Elle est d'une extrême gentillesse. Maintenant, elle-même, elle se fait attaquer par d'autres personnes. Et c'est malheureux. J'ai essayé par exemple d'arranger entre elle et une autre qui, je croyais et je crois encore, qu'elle est patriote. Et c'est malheureux de les voir se déchirer de cette manière. Je ferme cette parenthèse, je vous dis, barakallahu fikum, il y a beaucoup de choses à se dire. Oui. Mais simplement, ce qui est sûr, c'est que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Et ça, bien sûr, les Français, il faut absolument qu'ils le sachent. Tous les Français. Monsieur et en premier notre président, Emmanuel Macron. Bien sûr que l'immigration, il y a un problème d'immigration, je ne dis pas non, c'est à vous de le régler ce problème, c'est pas à nous. Si vous avez des problèmes avec votre immigration, réglez-les. Vous avez un problème avec l'islam de France, réglez-le. Vous avez un problème avec la drogue, réglez-le correctement. Mais ne trouvez pas, bien sûr, d'excuses ou en justifiant que ce n'est pas de notre faute, c'est de votre faute. Le système a encouragé tout ça. C'est notre système en France qui a encouragé tout ça. Voilà. Donc je voulais parler, je termine par ces 3 livres. Le projet Dernière Chance, excellent, un excellent livre, traduit bien sûr de l'anglais, il est gros, hein, mais je le conseille vraiment pour surtout les jeunes qui ont, on va dire, entre 16 et 25 ans. Il va vous faire rêver d'un voyage, d'un projet qu'en fait la Terre, elle était vraiment dans une impasse et on a essayé de trouver une solution dans une autre galaxie et ce projet, on l'a appelé le projet Dernière Chance. C'est un très beau livre et vraiment du suspense jusqu'au bout. Je vous le conseille, le radicaliser. Si vous voulez connaître, mais entre nous, tout ce qu'il raconte, on le savait. Mais je vous le conseille. Il est très bien. Si vous voulez connaître
Éric Zemmour. Voilà. Donc, comment bien sûr il est monté jusqu'à se présenter aux élections présidentielles. Ça va rester dans l'histoire, que vous le vouliez ou pas, ça va rester dans l'histoire de France. Oui, Éric Zemmour, il était candidat à présidentiel et il a eu plus que 5%. Oui, il a dépassé les 5%. À un certain moment dans les sondages, on le donnait même deuxième, devant Marine Le Pen. On savait que c'était exagéré. D'une certaine manière, c'est les médias, c'est ça. Ils ont gonflé ce personnage jusqu'à, bien sûr, il est parti dans les poussières. Mais, ceci dit, moi le premier, vous me connaissez. Je ne dis pas que tout ce qu'il raconte est faux, mais simplement, je dis qu'il est dangereux parce qu'il le dit d'une mauvaise manière, parce que c'est un raciste. Voilà. L'Avignonnais, ça c'est pour faire plaisir à mon ami Abdel. Amin Khatmi, combat pour la France, donc chez Fayard. Alors, vous savez que on était longtemps en désaccord avec, bien sûr, notre Avignonnais Amin Khatmi, mais je vous assure que j'ai fait connaissance avec son père. Je le vois presque tous les jours. Je le vois au café. Son père, Si Mohamed Khatmi, c'est un monsieur très respectable qui était un cadre. Oui, il m'a raconté un peu sa vie et je vous assure que on apprend beaucoup de choses de ces gens-là qui ont fait ces générations, qui maintenant, ces jeunes, ce Amin Khatmi, c'est le fruit de personnes qui ont souffert. Il était cadre dans l'école d'administration au Maroc, des cadres à Casablanca, puisque c'est un Casablancais son père. Et donc, il me raconte comment il a décidé du jour au lendemain de quitter le Maroc. C'était vraiment triste, parce que, je le sais, la vie de chaque Marocain, sur la vie de chaque Marocain, on peut faire un film. Et c'est le cas. C'est le cas du papa de Amin Khatmi. Alors, bien sûr, ils disent, je vous lis un peu ce qu'il raconte. Fonctionnaire épuisé, il n'est plus maintenant, en fait, à un certain moment, il était adjoint au maire. Hein, avant, bien sûr, que notre maire, elle le fait virer. Classe abandonnée, classe populaire abandonnée, autorité de l'État contestée, liberté d'expression et laïcité menacée, juifs et homosexuels attaqués, droits des femmes bafoués, j'ai décidé de vous parler de cette France qui souffre, s'abîme et menace de faire sécession, pendant qu'une partie de la gauche se vautre dans le déni en feignant de ne pas voir les problèmes. Je sais de quelle gauche il parle. En tout cas, je vous le conseille, ce livre. C'est chez Fayard, dans le combat pour la France. Je vous remercie pour, bien sûr, votre confiance. C'est 1 heure. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai et je dirai, heureusement, que je ne répondais pas aux questions, parce que c'est vraiment fatigant. Je suis vraiment désolé. Barakallahu fikum et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.